Bon. Bonsoir à tous les participants qui viennent d'arriver. Je vous demanderai d'attendre encore 2 minutes, le temps d'avoir un peu plus de participants. Nous pourrons commencer. Merci pour votre compréhension. Slim, tu m'entends? Ok, ça et bonsoir à tous. Je m'excuse pour les 5 minutes de retard que nous avons eu, mais nous avons souhaité avoir le plus de spectateurs afin de pouvoir commencer. Donc, je suis Slim Bahrini, directeur exécutif du think tank Maghreb Economic Forum, le MEF. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette e-conférence intitulée Maghreb ou jamais, défis et opportunités pour le Maghreb. Le Maghreb Economic Forum est en fait un groupe de réflexion indépendant et non partisan créé en 2011 par plusieurs en fait, cofondateurs dont nous avons le plaisir d'avoir 2 d'entre eux dans la salle avec nous qui sont Mohamed et Kamel Lava. Et la mission du MEF est de réunir et mobiliser divers acteurs pour catalyser en fait un développement économique et social durable au Maghreb. Le programme du MEF se concentre sur 4 domaines politiques principaux: le développement social et inclusion au Maghreb, la coopération économique et compétitivité au Maghreb, l'environnement et énergie renouvelable et la sécurité au Maghreb. Donc, pousser pour une réponse rapide des pays du Maghreb face à la crise Covid-19 et mettre en place un plan d'urgence solidaire, tel est l'objet de cette e-conférence que nous organisons ce soir. Une initiative visant à développer des solutions et des approches innovantes pour faire face à l'impact socio-économique de l'épidémie Covid-19 dans la région du Maghreb. Cette e-conférence débattra donc de la question d'une solidarité maghrébine pour affronter la crise actuelle. Et dans cet élan de solidarité, nous espérons poursuivre la dynamique pour amorcer le démarrage du Maghreb. Et donc, sans plus vous faire attendre, je vais passer la parole à notre modérateur, qui n'est autre que le docteur Rachid Ouiassa, professeur de la politique, j'espère Sirchid que j'ai bien prononcé, professeur de politique du Proche et du Moyen-Orient,
Moyen-Orient à l'université de Marbourg, directeur aussi du nouveau think tank MECAM, et en espérant que cette conférence sera instructive et bénéfique pour tous. Sirchid, à vous le micro. Merci, merci Slim, Madame, Messieurs, bonsoir. Salam alaikum, sahaftorkum, azulf laoun. Et bienvenue donc à cette web conférence sur le Maghreb organisée par le Maghreb Economic. Je tiens donc moi aussi à remercier les responsables du Maghreb Economic Forum, notamment son secrétaire général, Madame Amel Karboul, et ses fondateurs et ses co-présidents, M. Kamal Zar et M. Slim Afmani, de m'avoir donné cette occasion de modérer ce panel d'éminents spécialistes du Maghreb. Désormais, le monde est surpris par une pandémie qui ne connaît ni les frontières des États, ni les différences de culture, de religion ou de langue. Cette pandémie a remis nos pratiques quotidiennes en question, commençant par les simples pratiques comme se saluer, faire des achats, rendre visite à sa famille, à ses amis, aux rituels si ancrés dans nos sociétés comme la manière de fêter ou de faire le deuil. C'est une crise existentielle qui va nous obliger à repenser la notion de solidarité entre les individus, les sociétés et les États. Cette crise a mis à genoux les États avec leurs institutions et leurs structures, et elle est en train désormais de redéfinir les relations internationales. Et c'est une reconfiguration du monde qu'il s'agit et de la révision presque totale et complète du mode de fonctionnement de la mondialisation. Nous sommes à un carrefour de l'histoire de l'humanité induit par le Covid-19 qui va profondément marquer notre inconscient collectif. Le futur de l'humanité est interpellé. Ce futur que nous projetons à chaque instant en espérant de dépasser le présent, de dépasser le scepticisme et les craintes du présent pour développer un future mind, c'est-à-dire une sagesse de l'avenir, une réelle conscience du futur. Et c'est de l'avenir du Maghreb aujourd'hui dont il s'agit. Le contraste entre les pays du Maghreb a toujours été mis en évidence, et cela malgré tous les points communs. Cependant, face à cette crise mondiale, la réalité est la même. Peu de tests, peu de moyens, des économies déjà fragiles qui risquent sans aucun doute de s'aggraver dans les prochains mois, et avec peut-être des perturbations sociales sans précédent. Le constat est simple. Seuls, ces pays ne peuvent pas faire face à cette pandémie. Bien sûr que les trois pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, sont en train de déployer d'énormes ressources et efforts pour faire face à cette crise. Mais la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que les pays du Maghreb auraient-ils mieux géré la crise s'il existait une solidarité maghrébine, un Maghreb de savoir, des marchandises, des compétences? Nous pensons que oui. Les pays du Maghreb doivent penser à agir en dehors de leur zone de confort et prendre les devants pour faire face à cette crise et son impact socio-économique. L'identité des Maghrébins sera le socle qui leur permettra de forger leur vision, leur politique, leurs actions, leurs analyses et leurs recommandations afin d'aider les décideurs à faire les bons choix. Certains spécialistes des sciences politiques s'accordent à dire que le Maghreb est un acteur incontournable dans les relations internationales contemporaines, pour toutes les raisons que vous connaissez. Cependant, malgré sa position centrale, le Maghreb reste vu comme une triple périphérie, comme une sphère d'influence pour les puissances extérieures, plutôt que comme un point de départ, une charnière pour les dynamiques transrégionales. Finalement, cette entité appelée Maghreb relève de l'utopie politique que de la réalité. Autrement dit, le Maghreb est surtout un idéal politique des populations de la région qui n'arrive pourtant pas à se concrétiser sur terrain. Ainsi se pose la question, comment les pays du Maghreb peuvent-ils tourner la crise provoquée par le Covid-19 à une opportunité? Comment faire de cette crise le moment historique de redémarrage de la dynamique maghrébine et de la reconstruction de la maison Maghreb pour repenser le Maghreb et le recentrer dans l'échiquier international? Je suis très heureux de discuter les visions du Maghreb et les leçons que nous pourrions tirer de cette crise avec des spécialistes maghrébins, notamment M. Amin Bouhassan,
directeur des ressources humaines au Maroc, président du think tank maghrébin ISEM, donc Initiative pour la communauté économique du Maghreb. Monsieur Farid Belhadj, vice-président du groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Monsieur Karim El-Ainaoui, président du Policy Center for the New South, doyen de la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, vice-président exécutif de l'Université Mohammed VI Polytechnique, et M. Hakim El-Karoui, senior fellow à l'Institut Mountain, directeur de la Société de conseil stratégique pour l'Indien. Enchanté et bienvenue et merci d'avoir accepté de discuter avec nous ce soir. Ma première question à vous, donc, est-ce que la crise actuelle peut être tournée en une opportunité pour la construction du Maghreb? Si oui, comment? Donc, je passe la parole directement à M. Bouhassan. Bonsoir Rachid, bonsoir à tous. Effectivement, c'est la crise aujourd'hui que nous vivons, que d'autres régions vivent, c'est une vraie opportunité. Parce que comme vous l'avez dit, nous sommes passés d'une utopie à quelque chose qui peut être très réaliste. Depuis 1989, l'idée du Maghreb est sous coco. Nous le savons, nous l'avons expérimenté. Mais moi, ce que j'ai pu observer à mon niveau, à notre échelle, puisque j'agis également dans le secteur privé, je suis très proche des ONG, des économies sociales et solidaires, c'est que le Maghreb, c'est aussi pour nous tous une émotion. Et comme vous le savez, une émotion, c'est quelque chose qui met en mouvement. Ça m'a été utile lorsque nous avons planté l'idée du Maghreb au sommet du Kilimandjaro l'an dernier pour fêter justement les 30 ans d'un rêve qui n'a pas encore été réalisé. Mais ce que je constate, c'est qu'au Maghreb, nous avons des ressources. Et je ne parle pas des ressources minières, des ressources pétrolières qui s'épuisent, vous le savez. Je parle des ressources humaines. D'ailleurs, c'est un peu mon domaine d'activité. Et avec ces ressources humaines, ce j'espère qu'on va pouvoir mettre en avant aujourd'hui, c'est une nouvelle vision. Nous avons trop tendance ici, dans cette région du Maghreb dans laquelle je vis et je m'épanouis, nous avons une allergie contre faire des erreurs, contre des innovations managériales. Or, c'est là qu'il faut pointer, c'est là qu'il faut agir, avec des innovations managériales à notre échelle qui peuvent nous permettre de prendre des risques parce que les startups ont besoin justement de cet ADN de risque. Les économies sociales et solidaires ont besoin qu'on a justement désenclavé ces régions en prenant des risques et aussi avec de la bienveillance. Parce que le Covid-19 a mis malheureusement le doigt sur quelque chose qui faisait mal, c'est que croissance ne rime pas forcément avec développement, alors que justement, si nous avons cette bienveillance qui démarre par l'individu sans attendre forcément que les politiques puissent agir, je pense que nous pouvons faire de ce Covid-19 une force pour tous les pays maghrébins parce qu'ensemble, nous serons bien entendu beaucoup plus forts. Merci beaucoup et je passe la parole à M. Belhadj. Que pensez-vous? Écoutez, d'abord, merci beaucoup. C'est une excellente opportunité que nous avons d'abord de revoir des amis que je n'ai pas vus depuis un petit moment et puis d'en faire d'autres. Et j'espère que nous aurons l'opportunité de nous voir plus que virtuellement dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, j'en pense beaucoup de bien. J'espère que dans quelques années, nous pourrons monter ensemble sur le sommet de l'Annapurna, si vous voulez, pour fêter les 40 années d'une humain différente et repensée. Alors, bon, 3 points, et puis évidemment, c'est une conversation. La région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et le Maghreb aussi, c'est la région la moins intégrée économiquement au monde. Et pourtant, c'est une région, et surtout le Maghreb, où il y a des facteurs d'intégration extrêmement solides, importants, historiques, au niveau des peuples, au niveau des cultures, au niveau de la langue, et j'en passe. Donc il y a à ce niveau-là un potentiel qui n'est clairement pas exploité. Le second point, c'est ce que nous voyons se passer aujourd'hui, encore une fois, dans la région de MENA, et aussi au Maghreb, il y a un boom de jeunesse qui est très important, et il y a là aussi une opportunité à saisir. Et je vois, lorsque je me promène à travers les pays que couvre le département que je dirige, et notamment lorsque je vais voir les jeunes qui travaillent sur les nouveaux métiers, les nouvelles technologies, les startups, etc., je vois qu'il y a un effort d'intégration qui se fait
dans la réalité. Il n'y a pas de frontières. J'ai été à Alger il y a quelques mois et j'ai rencontré des jeunes qui sont des entrepreneurs, hein, qui font du travail sur des startups. Eh bien, ils commercent autant avec le Maroc qu'avec la Tunisie et sur la profondeur africaine et sur l'autre côté de la rive de la Méditerranée. Lorsque je leur demande ce que pourrait faire la Banque mondiale par rapport à ce qu'ils sont en train d'essayer de réaliser, ils me disent, s'il vous plaît, demandez au gouvernement de nous laisser tranquilles. Et c'est véritablement cette question du rôle de l'État dans notre région d'une manière générale. Hein, la région, pour moi, c'est du Maroc jusqu'à l'Iran. Mais notamment dans le Maghreb, le rôle de l'État doit être revu, repensé. C'est un État qui doit être un État qui permet aux choses de se faire et non pas qui fasse les choses. Évidemment, il y a des secteurs importants. Aujourd'hui, le secteur de la santé, clairement, est un secteur où lorsqu'il y a des urgences, c'est à l'État de prendre les choses. Lorsqu'il y a des crises, c'est à l'État de s'engager. D'une manière générale, il faut que l'État puisse laisser aux jeunes la possibilité de laisser libre cours à leur créativité. Parce que, et je finirai par là, lorsque j'entends, et je l'ai entendu très souvent depuis que j'ai pris cette position, des économistes me dire « Oh, mais le Maghreb devrait se positionner comme le Mexique de l'Europe ». Moi, j'ai un problème par rapport à ça. Mon ambition à moi, c'est que les jeunes du Maghreb, que nos enfants, que nos petits-enfants ne soient pas finalement, ou n'aient pas finalement pour ambition de finir sur une chaîne d'assemblage, d'autant plus que ces fameuses chaînes d'assemblage sont en voie de disparition. Il y a de nouveaux métiers qui se créent, il y a de nouvelles choses. Il y a pour nous un potentiel. Notre jeunesse doit avoir le potentiel de la créativité. Pour ça, il faut une éducation nouvelle, il faut des curricula nouveaux, il faut une nouvelle manière de penser notre jeunesse et notre avenir, avec ambition. Avec ambition. Il ne faut pas se résoudre à là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que lorsque je vois ce que fait Karim et ce que font beaucoup d'entre vous, c'est important parce que ça nous amène à un autre niveau de conversation avec l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi avec notre profondeur fondamentale, historique, je dirais même culturelle, africaine. Et je m'arrête là et encore une fois, merci de l'invitation. Merci Farid. Je passe directement la même question d'ailleurs à M. Karim Lainaoui. Alors, que pensez-vous? Karim? Oui, bonsoir à tous. Oui, d'abord, très heureux d'être avec vous et de retrouver également des amis. Puis, merci au Maghreb Economic Forum d'organiser cela. Je serai très bref. On pourrait vraiment se poser la question des raisons, des blocages, etc., et faire des constats et mesurer les manques à gagner, les potentialités, les opportunités. Je pense que ce travail est fait. Il continue à être fait, puisque nous-mêmes, au niveau de notre think tank, on a un programme Maghreb. Mais ce qui me semble important, peut-être dans un format comme celui-ci, c'est que nous dit cette crise et qu'est-ce qu'elle met en perspective et peut-elle générer de l'énergie, de l'espoir? Parce que vous avez raison, Siamine, ce qui fait bouger les individus, c'est la romance, c'est les ambitions, c'est le cœur. Et puis la raison bloque en général. En tout cas, elle suit. Je pense que la prise de conscience qui vient avec cette crise, c'est d'abord que nous sommes fragiles à titre individuel, c'est aussi une réflexion d'individu, mais aussi que collectivement, nous sommes fragiles et que quelque part, un petit virus microscopique, etc., peut nous affecter et que finalement, ça nous renvoie à nos propres, si vous voulez, questionnements intérieurs ou peur ou volonté de faire des choses ensemble pour, si vous voulez, surmonter aussi ces fragilités. Et dans ce sens, il me semble qu'un Maghreb éclaté, quelque part, est aussi, renvoie à cette notion de notre rapport avec l'extérieur. C'est notre rapport, comme le disait Sifarid, avec, bien sûr, l'ensemble du continent, mais aussi notre rapport avec la Méditerranée auquel
nous appartenons fondamentalement, en particulier le Maghreb central, mais également avec d'autres blocs régionaux, contexte si vous voulez, des relations internationales. Il ne faut pas oublier que le Maghreb est un bloc géopolitique dans l'entendement des relations internationales qui fait sens, comme le Machrek fait sens, comme le Sahel peut faire aussi sens. Alors, donc, c'est un peu ça, le premier constat, il est un peu d'ordre psychologique, on va dire, quelque part. Et donc, comme disait Churchill, don't waste a good crisis. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Donc, prise de conscience, pause, réflexivité. Gens comme nous, vous, qui avez pris cette initiative, sont prêts à donner de l'énergie, du temps pour essayer de bâtir des choses. Et là, je rejoindrai un petit peu Sefarid sur la dimension, si vous voulez, distribuer très décentralisé des relations. Il me semble que quand la volonté politique est quelque chose de fondamental, elle finira par rattraper à un moment donné des évolutions sociétales. Mais on peut aussi faire des avancées sur différents aspects, notamment les interactions humaines finalement qui font l'activité économique, qui font les choses. Tout ça n'est pas in abstracto, donc c'est des entrepreneurs qui font des choses ensemble. Je crois qu'il y a aussi l'idée peut-être d'Erasmus maghrébin, par exemple, d'échanges d'étudiants. Je pense qu'il y a un gap générationnel dans la connaissance des uns et des autres qui va rattraper. Des idées de cette nature, des relations bien sûr plus approfondies au plan économique. Et je pense que le numérique va aussi transformer ces choses. Donc, à mon sens, c'est en ce sens que nos institutions, auxquelles nous sommes tous ici affiliés ou directement ou de manière plus flexible ou que nous travaillons à temps plein, sont des institutions importantes de ce point de vue-là. En fait, il faut se parler. Hein. Je vais m'arrêter. C'est mon dernier point, c'est qu'il faut se parler et il faut multiplier les canaux de dialogue. Il en ressortira toujours quelque chose. Donc, il faut intensifier les échanges, le dialogue, pour essayer de bâtir ensemble des choses qui ne sont pas nécessairement fondamentalement pensées dans une espèce de volonté politique qui atteint une espèce de… Merci Karim, merci. Et je passe directement la parole à Hakim avec la même question, Monsieur El Karoui. Est-ce que vous pensez que cette crise, justement, va nous réorienter d'en faire une opportunité pour le Maghreb? Alors, ça dépend de à quel niveau on prend la crise. Si on la prend au niveau sanitaire, pour moi, la réponse, c'est non. C'est non parce qu'une crise sanitaire, c'est une crise de sécurité pour un pays. Et une crise de sécurité pour un pays, ça se gère au niveau national. On le voit bien partout, y compris dans des unités politiques qui sont beaucoup plus unies que le Maghreb, par exemple l'Europe. À aucun moment en Europe, il y a eu une politique sanitaire commune, une gestion commune de la crise. Les pays ont agi en fonction d'abord de la situation de la santé chez eux. Ensuite, il y a eu des tentatives de coordination, mais très difficiles parce que, en fait, chacun défend ses intérêts et c'est normal. Les Allemands avaient des tests, ils n'ont pas donné les tests aux autres pays parce qu'ils en avaient besoin pour les Allemands. Il y a des gens qui ont crié, mais en fait, c'est assez logique. Bon. Donc, du point de vue sanitaire, ce n'est pas une opportunité parce que c'est juste une opportunité plutôt inverse de remettre des frontières et de se reposer la question de à quoi sert une nation, une patrie, etc. Du point de vue politique, du point de vue économique, c'est complètement différent. Du point de vue économique, on a le responsable de la Banque mondiale pour la région. Je pense que le Maghreb devrait parler d'une seule voix. Et peut-être de parler au nom du Maghreb, peut-être parler au nom de l'Afrique, peut-être parler au nom du monde arabe, en tout cas des pays pauvres du monde arabe, pauvres en tout cas des pays qui ne sont pas très riches, notamment parce qu'il va falloir parler finances. Il va falloir parler endettement, il va falloir parler avec les bailleurs de fonds. La situation de l'Algérie est un peu différente de celle du Maroc et de la Tunisie, qui sont beaucoup plus endettés que l'Algérie, mais à un moment, il va falloir rééchelonner les dettes. C'est vrai des pays du Maghreb, c'est vrai en fait de tous les pays du monde. Donc, parler d'une voix unie, ce serait franchement très, très utile. Et si les uns et les autres pouvaient le faire ensemble, ce serait magnifique. La deuxième chose qui est
on va dire, industrielle, c'est que là, la crise est une extraordinaire opportunité parce qu'une des conséquences de la crise, ça va être la volonté chez les États, et notamment les États occidentaux, et dans les grandes industries, la volonté de relocaliser un certain nombre dans un certain nombre de secteurs qui aujourd'hui sont trop dépendants de la Chine et de l'Asie. On va vouloir remettre de l'industrie en Europe. Là, je parle de l'Europe. Et le Maghreb, de ce point de vue-là, on parlait à l'instant de est-ce que le Maghreb est le Mexique de l'Europe? Peut-être pas. Peut-être le Maghreb doit avoir une vocation plus ambitieuse, et ça, je suis bien d'accord. Mais en même temps, le Maghreb a nécessairement et assez naturellement comme responsabilité, comme opportunité surtout, de pouvoir fabriquer de la valeur ajoutée industrielle et de plus en plus de services, et notamment en Algérie. L'Algérie a un très grand potentiel dans les services pour l'Europe avec une forte intégration. Donc de ce point de vue-là, la crise est une opportunité pour les pays du Maghreb, mais aussi pour le Maghreb comme entité politique. Merci. Merci à vous. Donc, cette première entrée, si vous voulez, je vous prie d'être plus bref pour que je puisse poser un peu plus de questions la prochaine fois, puisque le temps est très limité. Et donc, j'ai entendu beaucoup de... Donc, à vrai dire, il y a un oui, mais j'ai entendu qu'il y a des acteurs qui pourront être les meilleurs, les plus prédestinés à engager cette construction du Maghreb, notamment la jeunesse, comme le premier intervenant, et même des secteurs plus spéciaux. Peut-être, on a parlé de, j'ai noté Erasmus maghrébin, moi je nommerais plutôt Ibn Khaldoun, programme pour la jeunesse, hein, le vieux philosophe qui a quand même sillonné tout le Maghreb. C'est déjà une bonne idée. Donc, je vais vous provoquer, si on veut être plus précis. Hein, nos gouvernants, on laisse la politique de côté, mais bien sûr, rien ne se fait sans la politique. Mais si peut-être ils nous entendent ce soir, ils attendent une idée. Alors, quel est le secteur qui serait le plus opportun pour commencer cette reconstruction? Qui veut commencer? Je commence par vous, M. Karoui, puisque vous avez été le dernier dans la première round. Alors, le secteur, moi, je pense que là, il faut penser dans le temps. L'urgence, elle est économique et financière. Donc, que les gouvernements, les trois gouvernements, qui ont des situations différentes, mais quand même des intérêts communs, soient capables de s'unir pour dire aux bailleurs de fonds internationaux, nous avons besoin de discuter avec vous, nous avons besoin de rééchelonner notre dette d'une façon ou d'une autre. Nous avons aussi besoin, d'une certaine manière, d'une autre dette, au sens où on a besoin de financement pour investir dans l'industrie, dans les services. Je pense que ça, c'est la première chose à faire et c'est absolument essentiel. La deuxième chose, c'est que l'avenir du Maghreb, je pense que ce n'est pas l'industrie, c'est les services. Il y a une extraordinaire complémentarité entre l'Europe et le Maghreb. L'Europe, d'une certaine manière, est en train de vieillir et ce qui se passe, la crise du Covid est aussi une illustration de ce vieillissement. Le Maghreb est jeune et le Maghreb est de mieux en mieux formé, notamment les jeunes générations. Ces jeunes générations, et on voit les outils technologiques aujourd'hui, il n'y a plus de barrières pour travailler à l'étranger, on n'a même plus besoin de se déployer, de déménager. Aujourd'hui, on peut faire d'immenses choses dans les services. On a besoin, par exemple, d'ingénieurs informatiques en Europe. Il y en a d'excellents au Maghreb. Il y a des sites de production de richesses, par exemple en Algérie, extraordinaires dans ce secteur-là. Personne ne le sait, mais peut-être que demain, on pourra imaginer des entreprises maghrébines, pan-maghrébines, capables de servir des marchés européens. Et puis, il y a évidemment la dynamique africaine. Donc, deux choses. Hein. Un sujet à court terme financier, et là, je pense que c'est très important, et ce serait vraiment inédit que les trois gouvernements travaillent ensemble. Et la deuxième chose, c'est investir dans le capital humain, et notamment dans les services, et pas seulement dans l'industrie. Et ces services-là vont être absolument essentiels. Merci. Karim El Ainaoui, que pensez-vous? Karim? Merci bien. Oui. Je pense qu'il y aura un peu de pression qui viendra des initiatives africaines pour une intégration plus poussée du Maghreb, notamment dans le contexte de la ZLECA. L'Afrique est en marche sur l'intégration.
Bien sûr, ça prendra un peu de temps, mais ça va exercer une pression positive sur le Maghreb, qui est l'une des régions, y compris en Afrique, les moins intégrées, et que on serait perdant, si vous voulez, dans le contexte un peu compliqué d'accords de libre-échange croisés, etc., et de règles d'origine, si on continuait un peu dans ce sens-là. Donc, il y aura une pression, je pense, positive à ce niveau-là. Je ne crois pas beaucoup, comme si Hakim le disait, à l'hypothèse que les crises sanitaires ou de sécurité se gèrent localement. Je pense que les crises financières se gèrent aussi localement. Moi, je viens du monde de ce monde-là. Je pense que je n'ai pas beaucoup d'espoir d'une négociation vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux, etc. Moi, il me semble que c'est fondamentalement des coopérations décentralisées. Et donc, je reviendrai à mon idée. Alors, on peut appeler ce programme Ibn Khaldoun, mais on peut pourrait aussi l'appeler d'une autre manière. Peu importe. L'idée, c'est que il y a une circulation des individus, et je crois beaucoup à ce que Hakim a dit aussi, que j'ai dit d'une autre manière, qui est évidemment le rôle du numérique, également du secteur privé dans le cadre des PME, TPME, peut-être pas nécessairement les grands groupes, mais des entrepreneurs, si vous voulez, de plus petite taille. En fait, ces espaces-là sont là, il faut un peu les inciter, un peu leur donner un peu le bouillonnement de départ, si vous voulez, et que ça se fera, me semble-t-il. Et encore une fois, je répète, moi, le dialogue. Donc, j'aurais dit société civile, secteur privé, entrepreneurial, numérique, jeunes, un peu ce qu'on appelle, si vous voulez, un peu le tiers secteur, c'est-à-dire dont nous faisons partie, nous, associations, think tank, etc. Je crois que là, il y a quelque chose à faire dans ce contexte-là, avec aussi, malgré tout, un changement générationnel dans ces pays-là. Merci. Farid, ma question, vous qui connaissez pratiquement le monde de l'économie à l'échelle planétaire, vous pouvez un peu comparer. Est-ce que vous pensez qu'il y a un secteur dont le Maghreb, en tant qu'entité, peut avoir ce qu'on appelle des avantages comparatifs par rapport à d'autres marchés, à d'autres régions, et quels seraient ces secteurs? Oui. Donc, je pense que ce que Hakim et Karim ont mis sur la table est tout à fait pertinent. Hein. La question des services fondamentaux, absolument, c'est très important, d'autant plus que nous avons effectivement des marchés qui sont ouverts, hein, enfin ouverts en tout cas, où le potentiel d'engagement est important, que ce soit au nord de la Méditerranée ou au sud du Sahara, première chose. Donc, et là, encore une fois, je le vois parce que j'ai fait quelques pérégrinations, nouvelles technologies à travers le Maghreb et MENA. Il y a énormément de potentiel à ce niveau-là, et je pense qu'il y a des services liés aux nouvelles technologies, aux nouveaux métiers qui sont importants à développer. Première chose. Deuxième chose, j'ai parlé tout à l'heure du rôle de l'État. Il y a tout de suite à faire une manière d'aggiornamento du rôle de l'État dans nos pays. Il faut qu'il y ait plus de transparence, il faut qu'il y ait plus une gouvernance plus assise. Il faut que ces énormes choses que nous avons et qu'on appelle les sociétés étatiques ou state-owned enterprises soient revues. Je ne parle pas de privatisation, je parle de compétitivité, de manière à instiller dans l'économie de nos pays une compétition et une contestabilité. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui du Maroc, et on peut aller très loin, il y a d'énormes intérêts qui, en fait, maintiennent nos économies sous des chapes de non-créativité. Il est important de travailler là-dessus. Dernier point, parce que là, c'est une question qui aujourd'hui est extrêmement d'actualité. Hein. La Banque mondiale et le Fonds monétaire ont fait une initiative il y a une quinzaine de jours sur un moratoire sur les principaux intérêts de la dette des pays les plus pauvres. Et là, il y a effectivement une discussion à avoir. Je doute beaucoup, franchement, que nos pays, que les pays à revenus intermédiaires, que ce soit à travers le Maghreb ou à travers le monde, aient la capacité d'aller à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que c'est dans leur intérêt. Quand on regarde le type de dette que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de cross-conditionality entre les dettes, surtout avec les dettes privées. Et en fait, dès qu'on ouvre cette porte-là, nous avons les marchés qui se ferment.
Et là, je pense qu'en voulant gagner une bataille, on risque de perdre la guerre. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut faire très attention à comment gérer. Bon, maintenant, il y a eu dans le passé des Brady Plans, etc. Il y a moyen de regarder ce type de choses, mais il faut être extrêmement prudent et faire en sorte qu'il ne s'agisse pas simplement de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie qui, à ce propos, ont des dettes qui sont structurées de manière totalement différente. Et l'Algérie n'a pas beaucoup de dettes extérieures, mais elle est énormément endettée en interne, et la monétisation de sa dette, jusque-là, on maintient une manière de contrôle de l'inflation, mais on ne sait pas comment demain les choses vont se faire, les réserves sont en train de fondre, et là aussi, il va y avoir une manière de repenser ce qui se passe chez nos amis algériens. Voilà, je m'arrête là. Merci. Amine, tu as déjà commencé par déjà parler de la jeunesse, des startups et tout ça, mais est-ce que tu peux me donner une idée, un projet concret qui est dans ta tête, qui pourrait très vite mettre en fonction et peut-être être la pierre angulaire de cette nouvelle redémarrage, ce nouvel redémarrage du Maghreb? Bien sûr. Alors, avant de parler des startups, je voulais simplement citer un secteur d'activité qui n'a peut-être pas assez été cité, c'est la santé. La santé, moi, j'y crois parce que nous sommes en Afrique et le Maghreb, nous avons tendance à penser que nous sommes sur une île et que le Sahara nous sépare facilement de la pauvreté, entre guillemets, qui peut exister en Afrique subsaharienne. C'est faux, on le sait très bien. Et Ebola, il y a quelques années, a empêché le Maroc d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce n'est pas rien, c'est un premier signal de fragilité. Ebola, aujourd'hui nous avons le Covid-19 et demain on s'attend à ce qu'il y ait des crises beaucoup plus violentes et peut-être beaucoup plus fréquentes. Donc moi ce que je préconise aujourd'hui, c'est que les acteurs de la santé et pas la santé au bas niveau, au contraire de la recherche et développement, se rapprochent pour que nous puissions développer un pôle d'expertise au sein du Maghreb, qui peut être implanté au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, à décider, et qu'ensuite, avec les chercheurs, parce que nous avons des chercheurs, nous n'avons pas assez de moyens individuellement, mais collectivement, nous pouvons en avoir. Et aussi, on a oublié un facteur très important, c'est que la région du Maghreb possède une diaspora très active. Donc, cette diaspora pourrait aussi jouer un rôle fondamental dans le développement de ce secteur-là. Deuxième point, ça a été évoqué et j'en suis ravi, c'est le rôle des PME. Effectivement, je suis d'accord avec Karim. Les PME aujourd'hui représentent plus de 95% du tissu économique de nos pays. Ce ne sont pas les grandes entreprises qui ont pignon sur rue. Je pense à l'OCP, je pense à la Sonatrach. Non, elles agissent à leur niveau, mais nous devons nous aussi agir à notre niveau. Et ça passe, et si on descend d'un cran, nous allons aller vers les startups, vers l'entrepreneuriat, vers l'intrapreneuriat également au niveau des entreprises. Et enfin, ça m'amène également à évoquer ce sujet qui est important, c'est, je l'ai dit au préambule, c'est les économies sociales et solidaires qui, c'est un exemple concret que je vais vous donner, fonctionnent. Elles n'ont pas attendu à ce que l'ICEM existe ou que d'autres think tanks existent pour penser le Maghreb. Je pense à un exemple concret qui va peut-être faire plaisir surtout aux femmes qui nous écoutent, parce que ce sont elles qui sont véritablement moteurs aujourd'hui du Maghreb, il faut s'en inspirer. C'est le réseau des femmes artisanes au sein de l'ICEM avec d'autres ONG, notamment comme We Speak Citizen, qui sont avec nous ce soir. Ils nous écoutent certainement. On s'est inspiré que des Algériennes et des Marocaines et des Tunisiennes convergent ensemble, et échangent ensemble et constituent un vrai Maghreb pour pouvoir ensuite avoir une proposition de valeur. Passer d'un produit simple à une proposition de valeur, c'est tout ce que nous défendons. Et enfin, les nouvelles technologies. Demain est numérique. Aujourd'hui, c'est numérique. Demain, nous avons la menace que représente l'intelligence artificielle. Nous avons deux choix, ou bien subir, ou bien anticiper. Et parce que nous allons avoir des millions d'emplois qui vont être supprimés. Nous avons une jeunesse qui est présente, 40% à peu près ou un peu plus, à moins de 25 ans. Soyons prêts, mais l'éducation ne suffira pas. Il faudrait que nous ayons un mindset, un état d'esprit, comme je le disais tout à l'heure, avec la prise de risque, avec la bienveillance pour pouvoir agir. Merci. Farid, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous vois à travers la caméra. Non, je suis en train d'être démonstratif dans mon accord avec ce qui est en train d'être dit.
Merci, merci. Donc finalement, ce n'est pas les secteurs qui manquent, ce n'est pas les compétences qui manquent, si j'ai bien compris, mais il manque d'abord le rôle de l'État qu'il faut repenser, le rôle du secteur donc des politiques publiques qu'il faut repenser, et surtout, si j'ai bien compris, la mobilité est fondamentale pour tout ce qu'on pense. La mobilité des Maghrébins déjà entre eux. Si c'est le... je reviens un peu sur les acteurs. Il y a des acteurs cités, donc il y a la jeunesse, il y a la femme, il y a la diaspora. Est-ce qu'il y a les entreprises, les chefs d'entreprise alors, quel est le rôle du secteur de l'économie en tant que tel, en tant qu'acteur, qui peut être un contrepoids aux politiques? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est imaginable que l'économie et l'acteur économique peut contrecarrer les blocages politiques? Karim Lainaoui. Juste, oui, question empirique, donc finalement, trouve sa réponse dans la réalité, si vous voulez. Donc, sur le plan du principe, pourquoi pas? D'ailleurs, il y a tout de même des choses qui se font. Il y a des investisseurs, il y a des investissements croisés, il y a des entreprises installées ici et là, il y a des entreprises qui prennent des marchés publics ici et là. Enfin, il faut pas non plus. Il se passe des choses, même au niveau de l'institution qu'est l'UMA. Il y a des travaux d'experts, ils se voient, ils font des choses. Donc, il n'y a pas rien. Maintenant, alors. Franchement, moi, à mon avis, la réponse est dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que de manière très distribuée, décentralisée, la volonté politique, à un moment donné, devra rattraper pour atteindre une certaine ampleur, à mon sens. Mais la volonté politique, elle est aussi fondamentalement l'émanation des volontés des sociétés aussi, hein, si vous voulez. Donc, ce n'est pas quelque chose de suspendu qui est complètement comme ça en l'air. Désincarnées. Les volontés politiques sont aussi fondées sur la volonté des peuples aussi. Donc je pense que c'est un process. Il faut aussi être modeste. On pourrait longuement discuter des coûts économiques du Maghreb. Enfin, la banque, on a travaillé, elle continue de faire ces choses-là. On pourrait parler des secteurs, de la reconfiguration des chaînes globales de valeur, etc. Mais moi, à mon sens, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, modestement, à notre niveau. On a l'intérêt quand même d'une institution en la présence de Khalid qui est avec nous, qui est quand même présente une institution importante, qui joue un rôle important. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, think tank, dans notre domaine respectif, pour créer ces espaces, pousser ces idées et travailler sur le sentiment, je dirais, positif qui préside même à l'organisation de cette rencontre dont je parlais au départ et qui permettrait de créer voilà, une dynamique, une ambition, une romance, si vous voulez, un peu qui peut faire des avancées, si vous voulez. Donc, je ne sais pas, au niveau des think tanks, on a des relations, on peut monter des réseaux, etc. On a aussi, Hakim est là avec l'Institut Montaigne, des choses qu'on peut réfléchir si on globalise la réflexion autour de la Méditerranée. Donc, de mon point de vue, la volonté politique est une condition nécessaire mais non suffisante, mais elle peut venir après, si vous voulez, dans un processus évolutif. Très bien. Merci. Monsieur Amin, que penses-tu? Moi, simplement, je voulais ajouter un fait qui a été oublié, c'est notre indépendance, notre autonomie alimentaire, puisque nous étions avant appelés le grenier de Rome. Aujourd'hui, nous le voyons surtout en Algérie, nous sommes fortement dépendants des importations. Et je pense qu'il y a moyen de concilier, encore une fois, les nouvelles technologies avec l'agriculture. Il y a un forum qui a été organisé récemment au Maroc, là où je vis actuellement, et c'était très, très inspirant, puisqu'on arrivait à se dire qu'avec plus de technologie, on pouvait gagner 5 à 10% de productivité, sans menacer forcément les emplois. Donc ça, c'était un point sur lequel je voulais revenir. Après, le rôle des entreprises, bien sûr que j'y crois. Je suis acteur privé, donc je ne peux qu'y croire. Mais il est certain que nous ne pouvons pas agir seuls. Nous avons besoin du soutien des politiques. Il faudra les persuader. Et comment pouvons-nous les persuader? C'est que nous avons quand même deux gâchettes assez fortes. La première, ce sont les impôts, parce que nous payons des impôts.
Et la seconde, ce sont les créations d'emplois. Donc, si avec ça, on arrive à faire du lobbying, à les persuader et aussi à compter sur les nouvelles générations, parce qu'il nous faut des lobbying, c'est évident, nous ne pouvons pas arriver tout seuls. À ce moment-là, je pense qu'il y a une issue, il y a une volonté, parce que tout à l'heure, un de nos collègues a cité Churchill. Churchill a également dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, moi, je pense que le chemin, on est en train de le construire à partir déjà de cette e-conférence, et j'en suis certain après cette e-conférence. Merci. Farid, vous m'entendez? Oui. Allez-y, posez-moi la question. Alors, la question, c'était est-ce possible de contourner, c'est-à-dire de contourner le politique avec des activités, des acteurs comme nous, comme vous, comme les entrepreneurs et tout ça, et de contourner les blocages politiques? Vous savez, comme tout le monde est en train de citer de grands personnages, hein, je vais citer très brièvement ce que disait Einstein, hein, quand on continue à faire la même chose en pensant qu'il y aura des résultats différents. C'est une manière de démontrer sa non-sanité psychique, sa folie en fait. Depuis qu'on parle du Maghreb, hein, on parle du Maghreb des États. Et on parle du Maghreb constitué par des États qui sont omniprésents, lourds, inefficaces et qui nous ont menés vers là où nous sommes aujourd'hui. Alors je pense qu'il est peut-être temps de revenir à ce que je disais au départ et qu'il faudra repenser le rôle de l'État. On ne pourra pas faire du neuf avec du vieux. Ce sont des États qui ont démontré qu'en fait, ils étaient incapables de venir. Aujourd'hui, nous le voyons. Okay, nous voyons aujourd'hui les États en train de gérer la crise de Covid-19. Bon, je ne sais pas si véritablement nous avons tous les tests dont on a besoin, si nous avons toutes les données dont nous avons besoin. J'espère. Ce que je sais, c'est que la confiance du citoyen en son État n'est pas en bon état, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, il y a à ce niveau-là, à mon avis, une réflexion à mener. Et comme je l'ai dit la fois dernière, à chaque fois que je discute, et notamment avec les jeunes, la première réflexion, c'est si vous, à la Banque mondiale, vous n'êtes pas capable de venir avec des solutions particulièrement brillantes, et bon, c'est vrai que nous n'avons pas toujours solution à tout, au moins demandez aux États qui sont membres de votre conseil d'administration de nous laisser travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important, très important qu'il y ait ce renouvellement de la pensée de ce que fait l'État. Un État qui encadre, un État qui régule, un État qui, effectivement, à travers un système judiciaire qui soit efficace, puisse mettre de la capacité de sanction derrière ces régulations. J'ai vu au Maroc, il y a quelques semaines, quelque chose de très intéressant. La NRT qui a sanctionné Etisalat al-Maghreb, c'est très important. Je me souviens de l'époque, il y a très longtemps, et Karim s'en souviendra aussi, quand nous parlions de la restructuration du secteur des télécoms au Maroc, et quand il y avait justement avec Mosfat Arab un travail à ce niveau-là, la NRT a été mise en place. Aujourd'hui, on voit que la NRT, à travers toute une série d'évolutions, aujourd'hui est capable de venir contrer IAM, qui est une énorme entité dans l'économie marocaine. C'est important de travailler sur un État qui soit un État qui obéit aux règles que lui-même met en place, et qu'il est très, très important que l'État soit un État qui travaille sur la transparence. Un dernier point, pour revenir aussi, parce que ça continue à me travailler, cette histoire de dette. Pour qu'on arrive à un point où nous puissions aller, en tant qu'État, vers les bailleurs de fonds et vers les créditeurs avec des demandes de rééchelonnement de la dette, encore faut-il que nous ayons une manière de transparence dans notre propre dette, que nous sachions et que le monde sache quel est le degré ou quelle est l'importance de la dette dans nos économies. Ce n'est pas toujours le cas et je pense qu'il est très important de travailler là-dessus aussi. Merci. Merci. Alors, Hakim, très brièvement, pour ma question. Oui, un mot pour Sifalid. Je pense évidemment pas qu'il faille faire une seule dette pour le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Je sais bien que les structures de dette sont très différentes et que d'ailleurs la situation d'endettement des pays n'a rien à voir. Je pense que c'est important, et j'y reviens,
c'est important que les trois pays, et d'ailleurs les pays intermédiaires, qui n'ont pas la possibilité de dire on crée de la monnaie et on va annuler cette dette, ou alors on va créer une dette perpétuelle en euros ou en dollars, ça, les pays de la zone euro ou les États-Unis ont la capacité d'imaginer de faire tourner la planche à billets. Les pays maghrébins, non. Et je pense que la sortie de crise, s'il n'y a pas une réflexion sur la dette des États, elle va être extraordinairement douloureuse. Et je pense que les trois pays ensemble, pour défendre chacun leurs intérêts, seraient plus forts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je crois qu'il faut faire de la politique. Et le Maghreb, et avec les uns et les autres, notamment Slim, on en parle depuis 10 ou 15 ans, le Maghreb ne va pas être fait par les entreprises. Il peut être encouragé par les entreprises. Il peut être stimulé par la société civile. Le travail des think tanks est essentiel pour montrer notamment les intérêts de l'intégration maghrébine. Mais à la fin, c'est une décision politique. Le fait que la frontière entre l'Algérie et le Maroc soit fermée, la frontière terrestre, franchement, c'est incompréhensible. Le fait que, si Khalid le disait en début de discussion, le fait que le monde arabe, en général, soit la région du monde avec la plus forte unité culturelle, d'une certaine manière, et la plus faible intensité des échanges économiques, c'est un scandale pour l'esprit. Et ce scandale, il est dû aux autorités politiques. Moi, je crois quand même, et par rapport à il y a 10 ans, quand on en parlait avec Slim, je crois quand même que les choses ont un peu changé. Il y a un nouveau pouvoir en Algérie, il y a un nouveau pouvoir en Tunisie, et il y a un pouvoir au Maroc qui est là depuis quelques années, mais qui a le sens de ses intérêts. Et les intérêts du Maroc, c'est évidemment qu'il y ait plus d'échanges avec l'Algérie. Alors, je sais qu'il y a des problèmes sécuritaires, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le Maghreb se fasse. Mais si la société civile, les intellectuels, les entreprises ne poussent pas du côté des politiques pour qu'il se fasse, eh ben, il ne se fera pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas éviter la discussion politique. Il faut au contraire l'assumer et se dire qu'on est là pour pousser du côté des politiques pour faire pression. Ok, merci. Donc, notre temps, vous avez abordé tellement, et c'est toujours comme ça. Je me souviens de toutes les conférences que j'ai moi-même organisées sur le Maghreb. Et on ouvre tellement de brèches, tellement de possibilités. On arrive toujours au même constat, en fait. C'est ce que j'ai discuté tout à l'heure aussi avec Farid au téléphone. Et on arrive toujours au même constat. Et maintenant, je vous prie vraiment d'être très bref. Quelle est votre vision du Maghreb? Parce qu'on va prendre quelques questions des chers auditeurs et qui sont sur le chat. Et très brièvement, Amine, une vision du Maghreb. Quelle est ta vision du Maghreb? Moi, je vois un Maghreb où la liberté des personnes, des biens et des services sera totale. La communauté andine aujourd'hui, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil, fonctionne. Nous pouvons également nous en inspirer puisqu'ils ont la possibilité, puisqu'ils parlent exactement la même langue, ont à peu près la même culture, donc nous aussi. Et ma vision, c'est qu'avec le programme Ibn Khaldoun, il y a des échanges universitaires très riches entre les universités. Et enfin, qu'aujourd'hui, le Maghreb fonctionne avec des mariages mixtes. Ces mariages peuvent également se faire au niveau des entreprises et j'espère également au niveau d'une coopération supranationale pour qu'on puisse non pas aller trop vers le politique sur cette question maghrébine, mais surtout vers un volet hyper économique, social, avec de l'intégration, puisque n'oublions pas que l'informel gangrène nos économies, et grâce à des secteurs qui fonctionnent comme l'économie sociale et solidaire, nous pouvons agir sur cet informel. Merci. Farid. OK. Pour moi, le Maghreb de demain, c'est un Maghreb qui doit continuer d'être jeune dans la tête, c'est-à-dire un Maghreb qui continue de créer. C'est un Maghreb qui continue d'être ambitieux. Il faut surtout que nous ne soyons pas pris dans cette espèce de dynamique négative. Chez nous, les choses ne marchent pas. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui marchent. Nous devons continuer à pousser. Et le troisième point, c'est que ça doit être un Maghreb ouvert sur lui-même, bien sûr, mais aussi ouvert sur l'autre rive de la Méditerranée et sur l'autre rive du Sahara qui nous sépare pas, en fait, nous unit à l'Afrique. Je pense que ce que fait le Maroc, ce que faisait l'Algérie et peut-être demain, ce que font d'autres pays, est très important par rapport à cette profondeur africaine du Maghreb. Merci. Karim. Bon, votre vision du Maghreb. Votre vision du Maghreb, voilà.
question un peu vaste. Bien sûr, un Maghreb. Je ne peux que vous dire un Maghreb heureux, où la pauvreté est éliminée, etc. Donc, en même temps, je suis réaliste et je pense que il y a des espaces. Cette question de la volonté politique me paraît surjouée. Je pense qu'il y a des espaces extrêmement importants et je crois que fondamentalement, on ne peut pas assister à des divergences durables, des grands écarts entre la volonté, si vous voulez, des individus, des nations, etc., des composantes des nations et un État, forme de pouvoir, si vous voulez. Ce n'est pas durable. Donc, il y a des moments de rattrapage. Il me semble que le rapport à l'extérieur, en revenant à la crise, la fragilité qu'elle exprime, l'angoisse sur le futur qu'elle peut procurer, les difficultés de gestion de la crise, offre un momentum intéressant de construction du Maghreb. Donc moi, ce que j'aimerais voir à court terme, court moyen terme, c'est un peu ce que je vous disais autour des étudiants et de l'entrepreneuriat. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire de manière assez utile et pour construire l'avenir. Donc voilà ce que je verrai à long terme, un Maghreb heureux et inclusif socialement, sans pauvreté, puis à court terme, des progrès importants sur la densité, l'intensité des échanges dans les communautés étudiantes et entrepreneuriat, PME. Merci Karim. Hakim. Alors, je ne rajouterai pas par rapport à ce qui a été dit par les uns et par les autres. Hein. Ça me semble tout à fait nécessaire. Et, malgré tout, moi, ce que je pense, la question, c'est comment on fait. C'est pas est-ce qu'il faut le faire, c'est comment on fait. Et je pense qu'il faut le faire il faut qu'il y ait une pression par en bas et par en haut. Par en bas, c'est une pression des sociétés. Les sociétés maghrébines ne comprennent pas pourquoi le Maghreb n'existe pas. Et par en haut, je pense que ça doit venir de l'extérieur. À la fois parce que les pays maghrébins ont intérêt à être unis, par exemple, pour discuter avec l'Union européenne sur des questions commerciales. Aujourd'hui, ils sont désunis. C'est absurde alors qu'ils ont des intérêts communs. Et de l'autre côté, les bailleurs de fonds, l'Union européenne, les grandes entreprises, elles, quand elles voient le Maghreb, elles voient 80 millions d'habitants, elles voient en fait un tout petit marché encore. Hein, prenons le cas de l'automobile. Hein, le Maghreb, les 3 pays du Maghreb, c'est une région française en termes de marché automobile. Donc, c'est un tout petit marché, c'est une capacité de production industrielle et de services, ça on l'a dit, mais je pense que ça doit être une exigence politique. Et quand on est du côté européen, ce qui est mon cas aujourd'hui, quand on essaye de parler aux Maghrébins, on n'y arrive pas. Alors qu'on voit bien qu'il y a des intérêts communs, il y a des intérêts politiques, géostratégiques, économiques, on n'y arrive pas. Et je pense qu'il faut aussi que les Européens, de temps en temps, tapent du poing sur la table. Pas pour dire aux Maghrébins ce qu'ils doivent faire, mais pour dire aux Maghrébins ce qu'on ne peut pas faire avec eux aujourd'hui. Merci. Je vois que nous avons beaucoup de questions et je vous informe, nous avons 102 auditeurs et auditrices de partout et je vais chercher quelques questions. J'espère que Slim va m'aider pour vous les poser. Peut-être on va continuer quelques minutes, on a un peu le temps. Et alors Slim, s'il te plaît, une question de l'un des discutantes. Ne pensez-vous pas que l'état d'urgence sanitaire au Maroc révèle une fois de plus l'hégémonie du pouvoir central sur la communauté andine, Asie du Sud et Amérique du Nord? N'avons-nous donc pas hypothéquer le Maghreb en insistant trop sur son homogénéité identitaire? Qui pourrait répondre à cette question? L'identité, c'est exactement ce qu'on essaie de construire. En fait, c'est ça qui est en jeu. Elle est là, il y a un substrat, il y a de la culture, il y a des langues, il y a plein de choses. Mais fondamentalement, c'est une véritable, quelque part, identité qu'il faut bâtir. C'est bien ça l'enjeu dont il s'agit ici. Hein. À partir de ce qu'on est déjà, cette identité est partiellement présente,
mais il faut la renforcer, la fabriquer. Vous voyez, le sentiment d'appartenance à l'Union européenne, il est quand même assez présent en Europe, malgré tout. Ça grince, ça crispe, mais malgré tout, quand vous êtes en Europe, il y a un sentiment d'être européen. Quand je dis européen, ce n'est pas européen au sens c'est de l'Union européenne, si vous, par exemple. Il y a un vrai sentiment. C'est ça l'enjeu, me semble-t-il, pour nous. Est-ce que le Maghreb, une autre question, est-ce que le Maghreb en tant qu'entité, c'est une question pour Farid, je pense, peut vraiment être compétitif par rapport à d'autres régions que vous connaissez? Oui, je pense que oui. D'abord deux choses. Il y a des… Parfois, quand on parle, la fois dernière, je parlais avec Karim et Slim, du petit Maghreb. Ce n'est pas vrai. Le Maghreb est très grand. Le Maghreb, la Tunisie, il y a quelques jours, j'étais en interview à Tunis et on me disait la Tunisie est un petit pays. Ce n'est pas vrai. C'est un grand pays. En termes de superficie, aussi plus grand que l'Angleterre. Nous avons des gens, nous avons du monde, nous avons des capacités. Et nous avons la possibilité, justement, en nous réinventant, en opérant une réinvention de nous-mêmes, nous avons la possibilité de grimper sur l'échelle de la compétitivité. Et c'est pour ça que je dis, nous avons aujourd'hui des structures économiques qui sont vieilles, qui ont besoin d'être, dans lesquelles il y a un besoin d'instiller de nouvelles dynamiques. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de cette jeunesse qui porte en elle des nouvelles technologies, des manières de création nouvelles, d'ouvrir de nouvelles, permettre à cette jeunesse de créer plus. Parce que c'est là, en fait, où il y a un problème. Aujourd'hui, nous le voyons, et quand on regarde le tissu économique de nos pays, c'est vrai qu'on parle de PME, etc. Mais regardons comment sont constituées ces PME. Combien de ces PME ou de ces entreprises sont-elles effectivement flottées sur le marché? Combien de ces PME, combien de ces moyennes ou même grandes entreprises, tout étant relatif dans nos pays, ont la capacité de mettre un budget de recherche et de développement qui fasse qu'elles grimpent sur l'échelle des valeurs? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je vois aujourd'hui certaines entreprises publiques, l'OCP fait un travail fabuleux à ce niveau-là et donne en fait un exemple de ce que veut dire une entreprise publique mais compétitive. C'est important parce que on n'est pas sectaire. Il peut y avoir l'État peut faire des choses bonnes, okay? Mais dans le même temps, l'OCP reste une exception dans une mer d'entreprises publiques qui sont un drain sur l'économie, un drain sur le budget de l'État. Il y a, encore une fois, la possibilité pour nous de repenser le rôle de l'État et de redonner à l'entrepreneur, au créateur, la capacité, l'ouverture, l'espace pour pouvoir apporter du neuf et de créer les services dont les marchés ailleurs ont besoin et de manière à créer une compétitivité en interne, mais aussi une compétitivité vis-à-vis de l'extérieur. Nous pouvons le faire. Il n'y a pas de raison que d'autres l'aient fait avant nous. Il n'y a pas de raison. Donc, il faut véritablement qu'il y ait une manière de délestage du rôle de l'État sur cette économie. Merci. Je vais me permettre rapidement sur la compétitivité, parce qu'on a travaillé sur ça. Oui, nous sommes compétitifs. Nous sommes aussi compétitifs que même des pays européens dans l'industrie de l'avionique, de l'aéronautique. Aujourd'hui, dans certains pays du Maghreb, on a même des laboratoires de tests de moteurs d'avion qui sont world class. Il n'y a pas 50 000 donneurs d'ordre. Nous sommes compétitifs dans l'automobile, dans la sous-traitance automobile. Nous sommes compétitifs dans les composants électroniques, etc., etc. Donc, nous sommes compétitifs aussi parce que nous avons les bonnes infrastructures, la logistique, tout ce qui va avec, les infrastructures de réseau, la fourniture d'électricité, les connexions aériennes, les ports, etc. Donc, quand vous êtes sur les littorales à la fois méditerranéen et atlantique pour le Maroc de ces pays-là, vous êtes quasiment en Europe du Sud, en fait. C'est très peu différent de la côte que vous trouvez en Espagne, au Portugal ou en France même, ou en Italie. Donc, bien sûr que nous sommes compétitifs.
Merci, merci. Il y a une question directe, pour Hakim. Pourquoi pensez-vous, ne croyez-vous pas au potentiel avenir industriel du Maghreb? Si, j'y crois, mais souvent on ne voit que le potentiel industriel et on oublie le potentiel dans les services. Je pense que le potentiel dans les services, en fait, il est plus important. Les services, ça peut être les services délocalisés, notamment faire venir des personnes âgées d'Europe ou tout simplement pour des traitements de soins. Ça, le Maghreb est pas cher, a d'extraordinaires médecins qui d'ailleurs font tourner les hôpitaux aujourd'hui en Europe. Et le transport, une fois que la crise sera finie, est pas compliqué. Le service, c'est aussi tous les services informatiques qu'on peut dématérialiser. Il y a, comme je le disais, besoin de dizaines de milliers, centaines de milliers même d'ingénieurs informatiques en Europe. Il y en a aussi besoin en Afrique, et les Maghrébins sont extraordinairement bons pour cela. Donc, il faut pas faire du Maghreb le centre de délocalisation industrielle de l'Europe. Le Maghreb peut faire beaucoup plus et créer aussi plus de valeur comme ça. Merci. Je vais vous provoquer avec une dernière question. C'est qu'il y a un secteur dont on n'a pas parlé. On dirait que le contourné dont on a parlé, il y a un secteur quand même qui fonctionne et c'est ce qu'on appelle le secteur de l'informel. Est-ce qu'il peut jouer un rôle? Alors, il joue un rôle, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il peut jouer ce rôle de moteur? C'est peut-être pas central, mais… Le secteur informel, en général, dans nos pays, un peu partout, si vous voulez, c'est des biens non échangeables. D'accord? C'est de la fourniture de services ou de biens qui ne sont pas échangés, qui ne sont pas exportables, si vous voulez, pas substituables. Donc, je ne crois pas que ce type de… ça peut jouer dans le sens que vous l'entendez dans ce cas-là. Je pense qu'il y a comme disaient Karim et Hakim, le secteur informel existe, il est là, il est incontournable. Il y a deux secteurs informels. Il y a le secteur informel formélisable, sur lequel il faut travailler. Il y a le secteur informel illégal, et qui, lui, par contre, doit être combattu. Et à mon avis, il est très, très important. Et si l'État a un rôle à jouer à ce niveau-là, c'est réellement pour aller et circonscrire le secteur informel illégal et le mettre hors la loi et effectivement le sanctionner. Mais dans le même temps, garder la possibilité d'intégrer le secteur formélisable parce qu'il y a moyen de le faire. Et nous avons des études et des études, autant de bouquins qu'il y a derrière Karim, là, écrits sur justement comment formaliser le secteur informel de manière positive. Ça vous intéresse, il y a eu des tentatives au Maroc, on a essayé d'avoir un régime fiscal, j'imagine dans les autres pays aussi, mais je ne connais pas, un régime fiscal particulier avec, si vous voulez, des facilités, des taux d'imposition très bas en disant aux gens, venez-vous… ça n'a pas trop marché, mais je ne pense pas que ce soit fondamentalement un problème, très sincèrement, par rapport à notre sujet. Au contraire, flexibilité, etc. Il faut protéger les individus plutôt de s'occuper nécessairement de leurs emplois dans ce cas-là. Couverture sociale, médicale, etc. Plutôt que de s'occuper, à les taxer ou à les intégrer dans le système fiscal ou autre. Je vous remercie infiniment. Je vous donne quelques secondes de mot de fin. Je commence par Amine, pour terminer après. Écoutez, je tenais à remercier tous les intervenants et ainsi que tous les participants. Les questions étaient très pertinentes. Moi, ce que je retiendrai du Maghreb, c'est qu'il est en place, il fonctionne à très petite dose, à très petite échelle, mais le potentiel est là. Il nous faut deux éléments fondamentaux. Déjà, la confiance, et ça, elle ne se crée pas toute seule. Donc, il faut agir à nos échelles individuelles. Et il nous faut aussi également beaucoup de résilience. Parce que malheureusement, on le sait déjà, l'avenir est déjà derrière nous. Nous savons que l'avenir, nous savons que les conséquences économiques du Covid-19 seront très douloureuses. Nous le savons déjà. Donc, avec de la résilience, de la confiance et aussi beaucoup d'entraide, de solidarité, du bon sens, une prise de conscience, nous pouvons agir. Il ne faudrait pas que cette e-conférence soit un débat de plus dans les débats qui ont déjà animé le Maghreb. Il faudrait que dès demain,
nous puissions reprendre contact, nous puissions rapprocher les acteurs, parce que le rôle des think tanks qui sont aujourd'hui autour de la table, le rôle de la Banque mondiale également et d'autres institutions, c'est aussi de connecter ceux qui ont envie de créer un Maghreb prospère demain. Donc, il y a un point qui n'a pas été trop évoqué ce soir, mais il faudrait qu'on en parle, c'est les besoins de financement. Nos économies ont besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir se développer, que ce soit au niveau des startups ou dans d'autres secteurs. Donc, ensemble, nous pouvons aller plus loin. Le fait que ce soir, il y ait beaucoup de monde, il y ait des idées très riches, me donne énormément de confiance. Merci. Ferit. Oui, non, je voulais simplement remercier tout le monde. Je suis vraiment très heureux de cet échange qui ouvre l'appétit. Donc, je pense qu'il faudra en avoir d'autres. Et ce serait une bonne chose d'essayer de travailler avec toi et avec tous les amis autour de la table, de manière à réellement continuer à construire sur cette conversation qu'on vient d'avoir et qui ouvre encore une fois des perspectives intéressantes. Voilà, merci encore, ça a été vraiment un plaisir. Merci. Alors, Karim. Je me joins à tout le monde pour vous remercier. Et puis, je pense que ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que vous pouvez compter sur notre engagement. Donc, le mien à titre personnel, mais aussi l'institution dont je m'occupe, à la fois au plan analytique, au plan de ce que nous faisons nous en tant que think tank. Vous pouvez compter sur nous et un peu nos excuses à tous les participants qu'on n'a pas pu voir, avec qui on n'a pas pu échanger de vive voix, ce qui est toujours un petit peu frustrant. Et donc, nos excuses à eux. Et en tout cas, on est joignables s'ils ont des initiatives à proposer. Merci. Hakim. Je ne t'entends pas. On n'entend pas. Pardon. Je crois qu'il faut continuer le combat. C'est un combat de longue haleine. Je voudrais remercier Slim, Kamel aussi, Amel, le Maghreb Economic Forum et tous les promoteurs à la fois de cette discussion, mais des gens qui s'engagent sur le sujet. Je vous dis, d'un point de vue économique, du point de vue de la société civile et à la fin du point de vue politique. Donc, merci à tous et la lutte continue. Merci à vous. Donc, je retiens, merci beaucoup. Moi aussi, c'est une chance de faire votre connaissance. Je remercie le Maghreb Forum d'avoir organisé. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment des encouragements, qu'ils sont sur le bon chemin et qu'il y a beaucoup de compétences. Si je vois la liste des questions, il y a tellement de questions que je ne peux pas toutes poser ce soir. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt. Il y a tout le Maghreb qui est derrière l'idée du Maghreb. Je vous remercie et bonne soirée.